Et là, qu'est-ce que j'entends ? Non mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Coucher avec un gars, ça m'a toujours paru simple. Parce que c'est comme si j'avais un manuel d'exercice pratique entre les mains. Coucher avec une femme, Wow, je fais quoi, sérieux ? Et puis, j'ai compris que c'était une page blanche, un manuel entier à construire, où je pouvais dessiner, imaginer, tester, improviser, apprendre. Mais j'ai commencé à redessiner des choses qui copiaient un peu le modèle hétéro, avec d'un côté des pénétrants, de l'autre des pénétrés, des rôles figés. Parce que des modèles de sexualité entre femmes, j'en avais pas. Ça veut dire quoi ? En pratique, dépasser des relations sexuelles hétéronormées. Comment est-ce qu'on libère nos imaginaires ? Toutes ces questions, je voulais les poser à Diane Saint-Réquier. Elle est éducatrice et formatrice en santé sexuelle. Elle a créé le site Sexy Souci, sobrement sous-titré le Google du cul, où 600 réponses sont disponibles à tout un tas de questions qui pourraient se résumer parfois en une seule. Pourquoi c'est si compliqué de comprendre ce qui nous excite ? Ce qui nous excite, c'est très compliqué de savoir d'où ça vient. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on va être excité par le fait d'être attaché, par exemple ? C'est très difficile de savoir pourquoi. En plus, on connaît très mal la part de acquis, inné. Qu'est-ce qui se passe qui fait que telle chose m'attire ? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont se souvenir a posteriori de désirs qu'ils ont eus en étant très, très jeunes et qui, pour autant, sont des désirs un peu hors de cette fameuse norme hétéro et qui peuvent avoir un souvenir très troublé comme ça, d'avoir tout enfant ressenti ce truc-là. Donc, ça vient d'où ? C'est difficile à dire, quoi. Souvent, le désir, il peut se placer dans les endroits de tabou, d'interdit, de dégoût. En fait, c'est hyper bizarre et intriguant et subtil, mais des fois, ce qui nous dégoûte ou ce qui nous fait peur, c'est aussi de ce côté-là qu'il peut y avoir le désir, qu'il peut y avoir l'excitation. Ça dépend vraiment des personnes, quoi. Et c'est encore plus compliqué de connaître nos désirs et nos attirances quand on vit dans une société qui nous dit ce qu'il est normal de désirer. Évidemment que c'est plus compliqué parce que si notre désir ne ressemble pas à ce qu'on peut voir autour de nous, par exemple en modèle de couple, ou alors même un peu plus tard, quand on va commencer à accéder à du porn, si on voit pas du tout notre sexualité ou nos envies représentées, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment une excitation sexuelle ? Est-ce que ça a une légitimité à exister dans le champ de la sexualité ? Est-ce que je peux partager ça avec quelqu'un d'autre ou est-ce que vraiment c'est trop chelou ? Vraiment, est-ce que je suis normale ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que mon désir est normal ? Est-ce que mon corps est normal ? Est-ce que ma façon d'être est normale ? C'est vraiment une des questions les plus récurrentes que je reçois, quoi, avec cette inquiétude d'adhésion à la norme, qui, à mon sens, veut dire plusieurs choses parce que quand les gens disent c'est normal, il y a des gens, je leur demande ça veut dire quoi normal, ils me disent ça veut dire majoritaire. Je suis d'accord en partie, mais il n'y a pas que ça en fait, parce qu'il y a aussi une notion de valeur qu'on y place en fait. Quand on dit normal, on dit ça c'est acceptable, on dit ça c'est bien, ça c'est ok en fait, je peux faire ça, je peux être comme ça, et ça ne va pas me poser de problème en fait. Parce que c'est ça derrière l'inquiétude. L'inquiétude, c'est d'être anormal, c'est de sortir de la norme. Et sortir de la norme, je pense que plus ou moins consciemment, il y a la peur de la punition, de la punition sociale. Il y a la question de la sexualité, mais pas que. Parce qu'en fait, finalement, la sanction sociale, ça va être à partir du moment où on est visible dans cette préférence, dans cette particularité sexuelle ou quoi. Tant que c'est quelque chose qui se passe strictement dans un cadre intime, il y a moins de risques de sanction sociale, même si on n'est pas à l'abri de tomber, par exemple, sur un amant, une amante qui nous dit « Mais attends, ça va pas de me demander ça, c'est quoi ça ? Pas du tout, ça colle pas du tout avec ma représentation, justement avec ma représentation de ce qui est OK et de ce qui est dans le champ de la sexualité, en fait. » Je pense quand même que c'est important de préciser, et je leur dis toujours, justement, c'est ce que je réponds en premier à ces personnes qui me demandent est-ce que je suis normale, je leur réponds normal, ça veut rien dire, ou alors ça veut tout dire. Enfin, je veux dire, soit tout est normal, soit rien ne l'est. C'est tellement ce qui est normal, ce que moi je vois comme normal correspond probablement pas exactement à ce que toi tu vois comme normal, parce que ça dépend vraiment de dans quelle culture t'as grandi, dans quel environnement. Alors effectivement, si on a toutes les deux par exemple grandi en France, probablement qu'on va avoir des repères communs. Et puis ça va bien sûr après être modulé par nos expériences. Elles vont venir changer, peut-être que ça va me faire revoir telle idée que j'avais et me dire en fait finalement non.
Rien n'est normal en sexualité. Mais il y a quand même une pratique qui est le maître étalon des autres, la plus acceptable, celle où personne viendra vous dire que vous êtes tordu, déviant, chelou et j'en passe. Si on parle de la norme de c'est quoi un rapport hétéronormé, par exemple, et même un rapport cis-hétéronormé, parce qu'en fait... on dit hétéro, mais c'est vraiment cisgenre et hétérosexuel. C'est quoi? Donc, c'est un rapport entre un homme cisgenre et une femme cisgenre, où il peut y avoir ce qu'on va appeler donc des préliminaires, c'est-à-dire un préambule à la vraie partie de sexualité. Donc, dans ce qu'on appelle préliminaire, ça va être tout ce qui n'est pas une pénétration avec un pénis. Donc, on peut déjà pas mal s'amuser quand même. Mais c'est vraiment juste la mise en bouche, quoi. Ça peut être là, ça peut pas être là. D'ailleurs, on peut les sauter, les préliminaires. Et un rapport, le centre du rapport cis-hétéronormé, c'est la pénétration. Donc, c'est un mec cisgenre pénètre le vagin d'une meuf cisgenre pendant quelques minutes et tout le monde est content à peu près. Et à partir de ce repère-là, on étiquette certaines pratiques comme gays ou lesbiennes. Alors, autant des pratiques étiquetées comme gays, oui. Autant, et là c'est à nouveau le retour des lesbiennes invisibles, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Autant des pratiques étiquetées comme lesbiennes, non. Parce qu'en fait, les lesbiennes, finalement, qu'est-ce qu'elles font quand elles sont toutes seules, ma foi, à part se faire des tresses dans les cheveux, on n'est pas bien sûr, quoi. Mais par contre, clairement, les pratiques anales pour des mecs hétéros, je dis cis-hétéros parce que je pense que peut-être, probablement, mais à voir, ça travaille différemment chez un mec trans, mais... Encore une fois, c'est une supposition et pas du tout une affirmation. Mais en tout cas, chez les mecs cis-hétéros, l'anus, c'est la clé de voûte de la masculinité, de l'hétérosexualité, le fait de ne pas être pénétré, quoi. Parce qu'on imagine que pénétrant veut dire dominant et pénétrer, dominer. Parce que c'est ça qu'on projette, mais je pense que c'est une grosse représentation et ça aussi, ça fait partie de la norme de dire, de tout aligner en fait. La norme hétéro dans la sexualité, ça veut dire qu'on aligne tout, quoi. Une meuf, elle est cisgenre, donc une meuf, elle a un vagin, elle est là pour être pénétrée, elle va plutôt avoir un rôle passif dans la sexualité, passif entre 10 milliards de guillemets, mais... En fait, ça va être elle qui va recevoir la pénétration. C'est plutôt pas trop elle qui doit prendre l'initiative des rapports sexuels, même des rapports de séduction. Voilà, tout est aligné comme ça. Et en face, tout est aligné aussi. Un mec, ça doit avoir un pénis, ça doit bander, ça doit avoir envie de pénétrer, ça doit avoir une forte libido. C'est trop bizarre, trop bizarre. Alors qu'évidemment, personne n'est tout aligné comme ça. En fait, même la plupart des gens hétéros n'ont pas tout qui est aligné comme ça dans une espèce de stéréotype de genre intégral. C'est rare quand même, quoi. Ces rôles de genre, ces rôles très scriptés, très monolithiques, ils sont historiquement liés au fait que la sexualité qui a été valorisée, c'est la sexualité procréatrice, et que la sexualité procréatrice, globalement, ça se passe avec un pénis qui rentre dans un vagin, quoi. Voilà. Donc il y a eu ça, et puis après t'as tous les délires freudiens de femmes incomplètes qui ne savent pas jouir quand on leur pénètre le vagin sans jamais leur toucher le clitoris. Enfin bon, bref, il y a tout ça s'est un peu cumulé, agrégé, et donc du coup il y a ces scripts et ces rôles très stricts et très fermés qui existent et qui sont très contraignants en fait. Et personne ne fit parfaitement là-dedans. C'est pas possible. Je sais même pas si c'est souhaitable, mais... Souhaitable, bof, hein. C'est donc beaucoup notre conception de la pénétration qui pose souci. Oui, parce qu'on aligne la pénétration avec la domination. La personne qui est pénétrée est aussi forcément soumise et aussi forcément passive. Et ça, c'est aussi une représentation qui est vachement questionnée aussi par d'autres sexualités. On en avait parlé, par exemple, ça a été même nommé pour le coup dans la communauté gay masculine, où on a parlé de power bottom. Après, maintenant, ça peut être utilisé par plein d'autres communautés, par exemple dans le BDSM ou par d'autres personnes qui sont pas des mecs gays. Mais power bottom, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire donc power, donc une personne puissante, et bottom en anglais, c'est l'inverse de top, et c'est ce que nous en français on traduit comme actif et passif dans les rapports de sodomie en fait. Et bottom, il y a quand même aussi la notion de c'est la personne qui reçoit, qui va recevoir peut-être une fessée, qui va recevoir.
Mais là, dans cette image du power bottom, on retourne l'idée que forcément, ce serait une position de soumission. Ça veut dire que la personne qui reçoit, le ou la power bottom, ça peut très bien être quelqu'un qui te dit « Ok, donc ce soir, tu vas utiliser tel paddle pour me fesser, tu me baiseras exactement comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. » Et en fait, cette personne-là, elle n'est pas du tout dans une position de soumission, pas du tout. Mais effectivement, c'est elle qui va recevoir les attentions, les pénétrations, machin. Mais donc là, c'est une manière déjà que je trouve... Enfin, moi, j'aime bien cet exemple-là parce que je le trouve vraiment chouette déjà commencer un peu à décorer les choses, désaligner les choses et avoir une réflexion qui soit un peu plus riche et un peu plus diversifiée. Ça ferait du bien à tout le monde, en fait. Ça ferait du bien à tout le monde parce qu'en fait, moi, ces rappels-là, je les fais constamment à des mecs hétéros qui, par exemple, éjaculent rapidement ou alors à une nana hétéro qui me dit « Bon, mon mec, il a du mal à bander, du coup, on baisse pas. » T'es là, mais what a tragedy! C'est pas parce que le pénis n'est pas en état de fonctionnement ou qu'il n'y a pas de pénis, d'ailleurs, mais c'est pour ça aussi que les meufs qui baisent avec des meufs ont tant à apprendre aux hétérosexuels, c'est que en fait, une fois qu'on est sorti de cette espèce de phallocratie permanente dans la sexualité qui est le pénis totem roi et autour duquel tout doit se passer et qui, s'il n'est pas là ou s'il n'est pas en érection, c'est une tragédie et c'est la fin de tout, mais c'est hyper stressant, mais pour tout le monde, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, les mecs cis, ils sont en permanence en panique de ne pas bander, de jouir trop tôt ou alors de pas jouir parce que ça aussi, c'est flippant. Enfin, je veux dire... Elles contraignent tout le monde, c'est énorme, elles sont vraiment hyper pénibles, quoi. Elles sont pas fun et elles posent des problèmes à plein de gens, en fait. Et pas que aux personnes qui ne sont pas hétéros, elles posent plein de soucis aux personnes hétéros, quoi. Ah, attendez. Et à propos du pénis totem roi, pour reprendre l'expression de Diane, qu'est-ce qu'on répond à cette personne? Oh là, non mais attends, se faire pénétrer, c'est un truc de gay. Alors moi, je suis pas gay, je suis hétéro. Je réponds, Jean-Michel, tu n'es peut-être pas gay, mais tu as quand même une prostate. Voilà, par exemple, même si, bon, la prostate, c'est pas l'alpha et l'oméga du sexe anal, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de prostate et qui peuvent prendre grave leurs pieds en se faisant prendre le cul. J'ai tapé dans Sexy Souci pour voir hétéro, pour voir qui se disait hétéro, à quel moment ça ressortait, quand est-ce que c'était un mot qui était important, en tout cas pour les gens, et j'ai vu que ce qui revenait souvent, et quand je voyais hétéro, c'était « je suis un mec hétéro », sous-entendu cis hétéro la plupart du temps, et soit j'ai découvert le plaisir anal de mon côté, soit j'aimerais bien en parler à ma copine, et alors là, c'est la panique, parce que qui dit exploration du plaisir anal pour un mec cis hétéro dit danger sur sa masculinité et danger sur son hétérosexualité, quoi. Après, honnêtement, même si c'est vrai que c'est un de mes chevaux de bataille, je vais forcer personne. Les gens qui sont complètement bloqués là-dessus, tant pis, en fait, tant pis pour eux. Mais je trouve ça vraiment dommage pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est quand même... j'en sais rien, c'est comme si quelqu'un qui a un clito me disait genre, je veux strictement jamais le toucher. Je suis là, ok, c'est carrément ton droit. Bon, si c'est, par exemple, si c'est juste sur une question de principe, tu vois, mais non, je veux pas, je serais bon, écoute, fais comme tu veux, mais dommage, quoi. Mais au-delà de ça, je trouve ça dommage parce que justement... c'est ça qui se joue, quoi. Qui se joue dans non, on ne me pénétrera pas. C'est non, je refuse d'endosser ce rôle dans lequel pourtant je suis très confortable de te mettre toi, ma partenaire. Et ça pose une question quand même. Ma conviction personnelle, c'est que on n'est jamais aussi doué à donner quelque chose que quand on l'a reçu. Par exemple, j'ai fait quelques fois des cours de cordes, d'initiation au shibari, etc. Et j'ai fait les deux. J'ai attaché quelqu'un et j'ai été attachée. Et j'ai trouvé qu'être attachée, c'était une expérience qui m'avait beaucoup appris sur qu'est-ce que je ressens. Si à un moment, la personne a laissé un peu tomber la corde, je me sens complètement abandonnée. Et je pense que, en particulier dans la pénétration anale, parce que quand même, je veux pas du tout sacraliser l'anus. C'est très bien, faites des trucs avec vos anus. Mais l'anus, c'est un endroit qui est fragile, qui est particulier. En plus, qui a des muscles très, très puissant. Je le dis souvent, l'anal, ça se passe vachement dans la tête. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut lâcher prise ou pas lâcher prise? C'est vachement physique, en fait, de recevoir une pénétration anale. Et finalement, quand on n'en a jamais reçu, je pense que c'est aussi ça qui peut faire que, par exemple, on va se comporter un peu comme un gros bourrin parce qu'on se rend pas compte que non, qu'il faut du temps, de la préparation, etc. Vraiment, il y a des choses qu'on apprend d'un point de vue presque technique, on va dire, quand on reçoit quelque chose avant de le donner.
Et puis, je pense que ça montre une capacité à envisager un peu un changement de paradigme aussi, à sortir de ces rôles complètement monolithiques, figés, blindés, et se dire, en fait, le ciel va pas tomber sur ma tête si je me fais prendre par ma meuf, en fait, ça va, c'est pas grave. Alors attends, je suis un mec, j'ai couché avec des mecs, et à chaque fois, j'aime pas me faire pénétrer. Donc je sais pas trop si je suis gay, en fait. Ah oui, parce qu'on a étiqueté la sodomie comme tout ce qui est pratique anale et en particulier la sodomie comme une sexualité gay. Bah ça, c'est une question que j'ai déjà eue aussi. C'était pas forcément une personne qui se disait du coup est-ce que je suis gay, c'est plutôt une personne qui était confrontée aux représentations de sa propre communauté, comme quoi des normes dans la sexualité, il y en a partout, et qui me disait en fait je tombe souvent sur des mecs qui me disent pas de sodomie. Pas d'intérêt. D'une part, donc, ils pouvaient tomber sur ces discours-là chez des partenaires ou potentiels partenaires, même chez des potes. C'est vrai quand même, du coup, derrière, il y avait un questionnement sur elle est où ma place dans ma communauté, alors que pourtant, c'était quelqu'un qui relationnait qu'avec des mecs, qui sortait en boîte gay. Enfin, je veux dire, c'était pas un gay hors communauté, comme on dit. Là, pour le coup, il était full dedans, et pourtant, ça venait le questionner. Parce que c'était pas son truc, en fait, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler qu'il n'y a jamais aucune pratique sexuelle qui est obligatoire, quelle que soit sa sexualité ou son étiquette, entre guillemets, qu'on se met? Ni obligatoire, ni interdite. C'est les deux, quoi. C'est les deux, quoi. Non, on n'a pas... Par exemple, on n'est pas obligé d'être une passionnée de cunnilingus si on est lesbienne. Peut-être c'est ton truc, peut-être c'est bof ton truc. Et en fait, ça va, c'est pas grave. Et à l'inverse, il n'y a pas de truc interdit. C'est pas parce que t'es un mec hétéro que tu dois être complètement détaché aussi de toute ta sensualité, de tout cet aspect-là, que t'es obligé d'être forcément dans un truc de performance, de bourrinage. En fait, non, c'est pas du tout obligatoire, quoi. On a le droit, quand on est un mec cis hétéro, on a le droit d'explorer son plaisir anal si on en a envie, on a le droit d'être soumis si on en a envie, ou switch, on a le droit d'avoir envie de changer, en fait, tout simplement. L'idée, c'est vraiment aussi d'ouvrir le champ des possibles. Non, mais arrête un peu. Je vois pas comment tu peux être féministe et être dominée par les gars. C'est abusé. Alors là, c'est vraiment la double peine des féministes. Déjà, 1, tu te fais traiter de casseuse d'ambiance. 2, on te shame si t'as des pratiques qui sont justement considérées comme relevant de la norme hétéro. Ça va, on a quand même le droit de faire ce qu'on veut de son cul. C'est un peu le principe en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, moi. Mais non, stop au shaming de dire t'es féministe, t'as pas le droit de kiffer telle ou telle pratique. C'est pas vrai, c'est pénible. Et puis, alors, bizarrement, on n'a pas du tout le même niveau d'exigence pour des personnes non féministes. Donc, en gros, elles doivent être quoi, des saintes, des martyrs de la sexualité, crucifiées sur l'autel de la cause? Non, pas du tout, quoi. Après, effectivement... ça reste des choses intéressantes à interroger. Mais on ne détricote pas comme ça et si facilement. Et juste parce qu'on le veut bien et parce que c'est notre morale ou notre éthique politique, c'est pas comme ça qu'on va détricoter aussi facilement et du jour au lendemain tout ce qui nous a été inculqué depuis la naissance. Et puis il y a des trucs qu'on n'arrivera peut-être pas à modifier dans nos désirs. Et ça, c'est OK. Il faut aussi être OK avec ça, quoi. Je veux dire, par exemple, je pense pas que ce soit antiféministe de faire un gangbang en tant que receveuse. Si c'est ton truc, que t'es dans une démarche où, j'en sais rien, moi, même t'as choisi les gars ou t'as pas choisi les gars parce que c'est ça qui te fait kiffer, c'est de pas avoir choisi les gars. T'es en train de te faire plaisir. Mais franchement, you go girl, en fait, il n'y a rien d'antiféministe. C'est terrible de dire ça. Il faudrait, alors, pour être une bonne féministe, ne jamais utiliser de God parce que c'est phallique, ne se stimuler que le clito parce que la pénétration, c'est hétérosexiste. Non, ça va, 2 minutes. Voilà, je ne suis pas d'accord. 1, 2, 3, 4. Je veux bien me taire et lui plaire. Et c'est tout. Si je résume, sortir d'une dynamique hétéronormée dans ses relations sexuelles, qu'est-ce que ça veut dire ? La pénétration vaginale n'est pas la seule pénétration possible. J'en profite pour rappeler au passage qu'on peut pénétrer avec un pénis, certes, mais un sextoy ou des doigts, c'est de la pénétration aussi. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être pénétrées, il n'y a pas que des hommes qui peuvent pénétrer, et c'est pas parce qu'on est dominé qu'on est passif, pas parce qu'on est dominant qu'on est actif. La pénétration, c'est pas l'alpha et l'oméga de la sexualité. Les préliminaires, ça n'existe pas. C'est soit du sexe, soit c'en est pas.
Ça, c'est pour changer de perception sur ce qu'on fait. Après, il faut quand même ouvrir le dossier, mais avec qui ? Je sais pas si ça commence dans la chambre à coucher, saut 1930. Je sais pas si ça commence dans les relations sexuelles, forcément, d'interroger les rôles de genre. Peut-être que avant de pouvoir envisager de se faire pénétrer l'anus, un mec cis hétéro, il a déjà besoin de venir interroger c'est quoi pour lui sa masculinité. Où est-ce qu'il la place, à part dans son cul ? Ça veut dire quoi pour lui être un homme ? Ça veut dire quoi pour lui être un homme hétérosexuel en relation avec une femme ? À mon avis, c'est à cet endroit-là que ça se place aussi les interrogations qu'on peut avoir. Et à l'inverse, tu vois, je pense que tu peux te faire... pegging, c'est le mot ad hoc apparemment. Donc tu peux te faire prendre l'anus par ta meuf si t'es un mec hétéro et ne jamais venir interroger les rapports de pouvoir et les rapports de genre au sein de ton couple. Ça ne suffit pas en fait. C'est pas ni nécessaire ni suffisant en fait. La partie sexualité, à mon avis, c'est ça peut-être la leçon. Je sais pas si c'est des queers aux hétéros, parce que les féministes hétéros l'ont quand même largement théorisé, quoi. C'est que le privé est politique, c'est que ce qui se passe dans la sexualité, il est jamais complètement hors sol par rapport à ce qui se passe dans la relation au sens plus large, que ce soit au niveau des jeux de pouvoir, de l'autonomie, l'indépendance de chacune, des attentes, de l'engagement. C'est ces choses-là aussi, je pense, qui seraient intéressantes à interroger, peut-être en premier lieu, en vrai. Et dans l'intime, quoi, soi avec soi, quoi, parce que la masculinité, la virilité, c'est aussi, ou la féminité, pour les personnes que ça concerne, c'est aussi... qu'est-ce que moi je vois, comment je vois ma féminité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quoi, parce que c'est très vague, c'est soit très vague, soit très très normatif, porter des robes à fleurs, aimer les poneys, quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça représente pour moi, quoi. Je pense que ça c'est un endroit intéressant. Ça peut être aussi de s'interroger sur qu'est-ce qui me fait peur, de quoi j'aurais envie si j'étais sûre et certain ou certaine qu'il n'y aurait aucune sanction sociale, ni à large, ni dans mon couple. Si vraiment je me mettais dans un monde idéal où tout le monde est incroyablement open-minded et tout, quelles seraient mes pratiques ? Est-ce qu'elles changeraient ? Peut-être pas. Ça se trouve, en fait, je suis complètement OK avec ma sexualité comme ça. Certes, elle correspond à ce qu'on voit comme hétéronormé, mais en fait, moi, je m'y épanouis, je suis contente, ça me va. Good for you, en fait, très bien. Mais si... en se mettant dans cette hypothèse-là, on se dit « Ah, bah, peut-être qu'il y a ce truc-là, mais je considère que soit j'ai entendu dire que c'était crade ou que c'était pas normal, ou que c'était déviant. Qu'est-ce que je m'autoriserais si j'avais pas la peur de ces sanctions, de ces jugements ?» Est-ce que je m'autoriserais à coucher avec quelqu'un qui est pas cis hétéro, par exemple ? Moi, j'aimerais bien coucher avec une fille, mais j'avoue, je flippe un peu. Je sais pas trop comment faire. Bah, faut se lancer, je pense. Je pense que, encore une fois, on peut prendre un temps déjà pour se demander, ok, ça me fait flipper, qu'est-ce qui me fait flipper ? Est-ce que j'ai peur de me prendre une droite dans la rue ? Est-ce que j'ai peur de pas savoir m'y prendre ? Est-ce que j'ai peur d'être perdue et de passer pour une grosse naze ? Alors que, par exemple, si on a, par exemple, eu pas mal d'expériences sexuelles, hétéro, où on se dit, bon, bah là, c'est un terrain que je connais à peu près et tout, on se dit, oh là là, mon Dieu, incroyable, qu'est-ce qui va se passer ? On sait pas. Bah peut-être que ce sera nul, mais c'est pas grave. Enfin voilà, déjà essayer de rencontrer des personnes, de voir si ça marche ou pas, si ça nous. Enfin voilà, il y a un côté aussi se reconnecter un peu avec le physique. Je pense, enfin ça c'est notamment pour les personnes qui sont sociabilisées meufs. On est vachement décorporalisé. On apprend vachement à se détacher de nos sensations plaisantes et déplaisantes. 1, parce que souffrir c'est normal si t'es une meuf. 2, parce que finalement on apprend très peu à être connecté à ses excitations, ses désirs personnels. On apprend plutôt à répondre aux désirs de l'autre, évidemment dans l'hétérosexualité, puisque c'est à ça qu'on est destiné. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, de reconnecter avec ses sensations, quoi. Qu'est-ce qui me fait C'est physique, quoi. Je veux dire, l'excitation, c'est physique. Alors, bien sûr, ça peut être très élaboré, très intellectuel et tout, mais bon, il y a quand même des choses qui se passent dans le corps, quoi. Ça peut être des petits papillons dans le ventre, ça peut être la chair de poule, ça peut être un peu essayer d'apprendre à être un peu à l'affût et à l'écoute de ce que notre corps nous dit aussi, quoi. Bah, moi, je pense que je suis gay. Enfin, clairement, je suis attiré par les mecs. Mais un jour, j'ai couché avec un gars et ça m'a pas plu, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bah, je dirais réessaye.
Non, mais bon, je dirais qu'en vrai, voilà, une expérience avec une personne, elle va pas déterminer la totalité de ta sexualité. Si j'avais dû quitter les hétérosexualités au premier coup foireux, autant vous dire que on n'en serait pas là. Qu'est-ce que font les meufs hétéros qui couchent avec un mec et c'est pas top? Bah, ma foi, elles couchent avec un autre mec, en fait, hein, parce que comme elles sont dans l'idée que c'est leur destin, l'hétérosexualité, voilà. Bon, après, quand on est jeune, bon, c'est pas forcément toujours top et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu couches avec un mec et que ça se passe bien que t'es destiné à coucher avec que des mecs dans la totalité de ta vie entière. Et c'est pas parce que tu couches avec un mec et que ça se passe pas bien que ce sera pourri avec tous les mecs de la Terre entière. Donc, faut laisser sa chance au produit. non mais en vrai, voilà. Il faut se dire qu'en fait, chaque expérience, elle est unique. Et en fait, un truc qui peut être rassurant aussi, c'est de se dire que, par exemple, moi, si je suis une meuf et que je vais pour la première fois coucher avec une autre meuf, cette meuf-là, ce sera la première fois qu'elle couche avec moi. Alors peut-être elle aurait eu d'autres personnes, mais moi je réagirais pas exactement de la même manière, j'aurais pas exactement les mêmes envies. Moi, ce que je rappelle toujours sur cette espèce d'insécurité qu'il peut y avoir autour des premières fois, parce qu'en fait des premières fois, on en fait toute notre vie, c'est de se dire voilà, à chaque fois c'est une nouvelle découverte qui est vraiment trop cool. Il y a aucune personne qui réagit exactement de la même manière, qui aime exactement les mêmes choses. À chaque nouvelle personne qu'on va rencontrer dans sa vie, on va pouvoir découvrir des nouvelles choses, tester des trucs, non, personne ne sera un bon coup universel pour tout le monde, quoi. Même s'il y a des personnes qui sont plus en contact avec leur sensualité ou machin et tout. Mais le pire coup de quelqu'un, ça se trouve, sera le meilleur de quelqu'un d'autre, en fait. C'est juste, faut trouver des gens avec qui ça fit, en fait, tout simplement, quel que soit le genre de la personne. J'ai 50 ans et je suis en train de me dire que je suis peut-être gay. Mais alors, est-ce que j'ai pas un peu raté 20 ans de ma vie? Peu cher. Ça m'est arrivé il y a quelques temps. On était sur un stand et il y a une dame d'un certain âge, enfin pas d'un certain âge, elle n'était pas vieille, mais elle avait 60 balais, un truc comme ça, et qui est venue voir. Et sur notre stand, on avait tombé la culotte. Donc, il y a une brochure sur la santé sexuelle entre meufs. Et donc, à la fin, il y avait un petit lexique. Donc, il y avait lesbienne, gouine, machin, qui expliquait un petit peu les différents mots, origines qui peuvent exister. Et elle m'a dit ah, mais moi, lesbienne, j'aime pas trop. Gouine, je trouve ça moche. Moi, je dis juste que j'aime les femmes. Et j'ai trouvé ça mignon. Et c'était une dame qui avait été très, très, très longtemps mariée, qui avait eu des enfants. Mais il faut pas oublier quelque chose, c'est que la norme hétéro, elle peut exercer un pouvoir vraiment très, très fort. Sortir de l'hétérosexualité, c'est le mot d'ordre aujourd'hui, mais c'est pas facile. Ça dépend des personnes, ça dépend de nos ressources, de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine social, de notre patrimoine financier aussi, parce que pour se casser d'un mariage où on a 2 gamins, pour aller vivre peut-être ou pas, une histoire avec une femme ou pas, quand on sait pas, machin, c'est hyper compliqué, quoi. Donc non, ça veut pas dire que tout a été raté ou gâché, c'est des périodes de la vie aussi, on peut avoir différents temps dans la vie, on peut avoir différentes rencontres, on peut avoir différentes histoires. Et sortir de la norme hétéro, c'est dur. Et je pense qu'il faut qu'on soit un peu indulgent et indulgente avec nous-mêmes aussi. Quand on se dit « Oh, j'y arrive pas. Je continue par être attirée par des mecs débiles qui baisent mal, par exemple. » Sois cool avec toi parce qu'en fait, déjà, premièrement, pas de chance, quoi, quand même. Deuxièmement, mais on fait comme on peut, au rythme où on peut. Et puis encore une fois, voilà, quand on parle d'un truc qui est vraiment très charnel, qui a trait au charnel, au corporel et tout, autant les idées, je pense que, des fois, des idées, c'est pas si facile à bouger, mais les idées, des fois, peut-être t'as un déclic et tu te dis, ah, ok, ça y est, ok, maintenant, je mets les choses un peu à leur place. Autant le corps, il va pas forcément suivre comme ça, et je pense qu'il faut qu'on soit un peu indulgent et indulgente avec notre rythme, avec ce avec quoi on est à l'aise, avec notre façon d'évoluer ou pas, enfin voilà. Non mais en fait, je sais pas si je suis bi, pan, gay ou si je suis hétéro et que c'est juste une phase, quoi. Alors juste une phase peut-être, mais c'est généralement pas ma première théorie parce que ça c'est vraiment le premier truc qu'on sort à tous les bébés queer, je pense. Ça va passer ou pas. Si t'as de la chance, ça ne passera pas.
on n'est pas obligé de se définir non plus. Enfin, voilà. D'un côté, ça peut être quelque chose d'hyper puissant et où on peut trouver beaucoup de ressources. Parce qu'il y a aussi, moi j'ai aussi les hétéros gender blind qui disent mais bon, pourquoi cette nécessité à tout prix de vous coller des étiquettes sur le front? Bon, alors déjà, premièrement, les étiquettes, on les choisit pas toujours nous-mêmes. Il y a quand même beaucoup de gens pour qui les étiquettes, ça va être d'autres personnes qui vont leur coller dessus, donc elles s'en seraient bien passées. Et puis parce que s'étiqueter, se nommer, se dire, c'est aussi la possibilité de trouver d'autres personnes. Donc s'étiqueter queer ou s'étiqueter fétichiste du mohair, j'en sais rien. Ça va être une possibilité de trouver une communauté, surtout maintenant avec Internet, en fait, de trouver d'autres personnes qui ont des vécus similaires, qui ont des attirances similaires, auprès de qui on va savoir qu'on va trouver une écoute entre pairs, sans jugement. Ça, c'est hyper important et dans certains cas, c'est même vital. Pour autant, si on n'est pas à l'aise avec l'idée de s'étiqueter, qu'on n'est pas sûr, on a le droit de dire j'en sais rien en fait, moi je sais pas je sais pas exactement où je me place sur ce spectre-là, où j'ai pas envie en fait de définir ma sexualité. Après j'ai pas envie de définir ma sexualité, pour revenir à l'aspect un peu politique, ça a sa limite dans le sens où en fait t'as envie, t'as pas envie. Si t'es deux personnes identifiées comme meufs qui se roulent une pelle dans la rue, tu peux potentiellement subir de la lesbophobie, quelle que soit l'étiquette que tu choisis ou pas de te mettre, en fait. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est là. Mais sinon, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation de se dire... En plus, c'est tellement... ça peut être tellement mouvant et fluctuant, quoi. Enfin, moi, pendant hyper longtemps, j'ai cru que j'étais uniquement hétérosexuelle. Et après, je pensais que j'étais bi. Et maintenant, je me dis que je suis plutôt queen. Mais bon... pas entièrement, j'en sais rien. Enfin, voilà, ça bouge aussi avec les personnes qu'on rencontre. Faut se laisser la porte ouverte aussi à... Mais bon, après, c'est pas parce qu'on peut aussi s'étiqueter à un moment et puis après changer d'étiquette. Enfin, voilà, c'est pas gravé dans le marbre non plus, quoi. Nos identités, elles sont fluides un peu quand même. Se laisser la porte ouverte, considérer que rien n'est jamais figé et se donner des idées. Parce que être au contact d'autres sexualités, ça donne beaucoup d'indices pour mieux comprendre la sienne. Et pour ça, il n'y a pas 12 000 outils. Je pense qu'on peut avoir un peu vite tendance à dire oui, mais alors le porno, c'est pas de l'éducation sexuelle. Alors certes, mais c'est du sexe visible, c'est des personnes avec des corps nus entièrement visibles. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois que des personnes me disent que c'est de tomber sur telle scène, par exemple, qui les a questionnés, que c'est de voir tel truc qui leur a dit « Ah tiens, ça existe », que c'est de voir tel performeur ou performeuse qui leur a dit « Ah tiens, cette personne elle a un corps qui ressemble au mien ». Donc je pense que c'est un outil qui peut être intéressant tout simplement parce qu'il donne à voir beaucoup plus que ce qu'on a à voir, par exemple, dans des films traditionnels. Dans les films traditionnels, pour le coup, la norme hétéro, elle est encore beaucoup plus resserrée que ce qu'on peut trouver dans le porno. Parce que dans le porno, on peut voir, même dans le porno mainstream, je vous parle même pas de porno queer, féministe, etc., où là, évidemment, il y a beaucoup plus de travail qui est fait sur les représentations, les pratiques, les personnes, etc. Mais même dans le porno mainstream, on voit des personnes trans, alors certes fétichisées, certes objectifiées, mais elles existent en fait. On voit des mecs soumis, on voit des mecs qui se font prendre, on voit des meufs qui fistent, enfin... En fait, ça existe. Alors, c'est pas forcément la majorité, mais ça existe et ça donne à voir ces pratiques-là qui peut-être n'existaient même pas dans le paysage imaginaire des personnes, quoi. Et donc ça, je pense qu'il faut pas l'oublier quand même, quoi. Entre les grosses productions américaines hyper standardisées et ce que peuvent faire des camgirls ou camboys qui pour le coup sont vraiment en autoproduction, se filment chez eux en train de se masturber et ce que font des gens qui se filment en couple par exemple. Enfin, il existe vraiment plein de choses aujourd'hui et ce qui est fait par des personnes queer, du post-porn, il y a vraiment plein de trucs et c'est un outil hyper intéressant, mais pas forcément que le porno film. T'as aussi plein de comptes Instagram, par exemple, qui font des illustrations. Je pense évidemment à Safo Sutra, mais
parce que c'est génial. Mais il y a d'autres comptes comme ça, ou des fictions, des fanfictions, par exemple. Il y en a qui sont complètement, pour le coup, le domaine de la fanfiction, c'est hyper... Il y a vachement de queer là-dedans, quoi. Il y a plein de gens qui ont écrit des fanfictions avec des histoires hyper porno entre Harry Potter et Drago Malfoy, ou des trucs comme ça. Bon, c'est des endroits aussi, en fait, où les sexualités qui sortent de la norme... de la norme cis hétérosexuelle, en fait, elles peuvent exister, où on peut se dire, tiens, ça existe, ah bon, ça c'est sympa, ça me parlerait, j'aimerais bien le mettre dans ma sexualité, ou pas. Les imaginaires, ça s'entretient de plein de manières différentes. En allant voir des comptes qui parlent de sexualité sur Insta, par exemple. Je pense à Sapho Sutra ou Jouissance Club. En lisant des nouvelles érotiques et pornographiques, comme celle de Wendy Delorme. Et si vous avez des conseils de lecture, de films, de contes à suivre qui vous ont inspiré dans vos pratiques sexuelles, n'hésitez pas à nous les partager. Vos références culturelles, pas vos positions. Pour ça, vous pouvez nous écrire à camille@binge.audio ou sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta. Je dis nous, parce que j'inclus mes partenaires Diane Jean à la production et Solène Moulin à la réalisation. Pour trouver des réponses à vos questions sur tout ce qui concerne les sexualités et la santé sexuelle, allez donc trouver votre bonheur sur le site de Sexy Souci. On vous met le lien dans la description du podcast. Et si je dois finir sur un conseil... Soyez respectueux de vos partenaires et indulgents avec vous-même, libre et créatif. Dans le prochain épisode de Camille, on se rhabille et on se demande pourquoi on associe toujours l'orientation sexuelle à l'apparence, aux habits qu'on porte. Pourquoi d'un homme efféminé, on dit qu'il est fringué comme une tapette. Fringué comme une tapette, c'est le prochain épisode de Camille.